Aujourd'hui, dans ce podcast Vivre avec le TDAH de la Fondation Pôle Autisme, on va plonger au cœur du cerveau pour mieux comprendre les mécanismes biologiques du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Bonjour. Oui, c'est un sujet absolument passionnant. On a souvent l'image d'un simple problème de comportement, de concentration, C'est ça. mais la réalité est bien plus profonde. Et comprendre ce qui se passe au niveau biologique, c'est vraiment la première étape pour changer de regard. Tout à fait. Et pour nous guider, on a une base solide, une revue scientifique très complète qui va paraître en 2025 dans The Phaseb Journal. Mhm. Le titre, c'est A Systems Biology Perspective on Childhood ADHD. On pourrait traduire ça par une perspective de biologie systémique sur le TDAH de l'enfant. C'est une synthèse énorme, dirigée par Nora Suliman Al-Soki et une équipe internationale. Ça compile des décennies de recherche en fait. Exactement. Notre mission, c'est d'en extraire l'essentiel pour que ce soit accessible à tous. C'est une excellente base, oui, car elle nous offre une vision d'ensemble. Elle permet de faire le lien entre un comportement qu'on observe, la distractibilité, l'impulsivité, et puis les mécanismes cérébraux, chimiques qui sont derrière. Alors, commençons par la base, si vous voulez bien, la structure même du cerveau. L'idée forte qui ressort, c'est que le cerveau d'un enfant avec TDAH n'est pas cassé ou défectueux. Il est Différent. différent. Voilà. Dans son architecture et son calendrier de développement. Le premier acteur clé, apparemment, c'est le cortex préfrontal. Oui, on le présente souvent comme le grand chef d'orchestre du cerveau. C'est cette région, juste derrière le front, qui est responsable de ce qu'on appelle les fonctions exécutives. C'est-à-dire, Bah, tout ce qui est planification, organisation, le fait d'inhiber une impulsion, de garder un objectif en tête, c'est vraiment le siège de notre autorégulation. d'accord, le chef d'orchestre. Mais chez tous les ados, cette zone est encore en pleine construction, non? Qu'est-ce qui est si différent dans le TDAH? Très bonne question. Vous avez raison, le cortex préfrontal, c'est la dernière région à devenir mature, parfois seulement vers 25 ans. Mais dans le TDAH, il y a deux choses. D'une part, l'imagerie cérébrale montre que cette région a un volume global un tout petit peu plus réduit. Un peu plus petit. Voilà. Et d'autre part, et ça c'est crucial, le calendrier de maturation est vraiment retardé. Le développement prend encore plus de temps. Donc le chef d'orchestre n'est pas moins bon, mais il arrive sur scène avec quelques années de retard et disons une baguette un peu plus courte. J'aime beaucoup cette image. Ça explique très concrètement pourquoi résister à une distraction peut être un effort surhumain. Mais ce chef d'orchestre, il travaille pas tout seul, j'imagine. Non, bien sûr. L'article parle aussi des ganglions de la base et du cervelet. On les associe au mouvement, mais quel est le lien avec l'attention? On a longtemps cantonné ces structures à la motricité, c'est vrai. Mais on découvre de plus en plus leur rôle central dans la cognition. Les ganglions de la base, par exemple, sont cruciaux pour l'automatisation des habitudes et le circuit de la récompense. D'accord. Et le cervelet, lui, est bien plus qu'un coordinateur de gestes. Il est impliqué dans notre perception du temps, notre capacité à anticiper. Et là aussi, on observe des différences. Oui, des volumes également un peu plus faibles. Et ça nous donne une clé de lecture biologique pour certains symptômes. L'hyperactivité motrice, ce besoin de bouger, c'est lié à un moindre contrôle de ces centres. L'impulsivité aussi. Et cette difficulté à évaluer combien de temps ça va prendre, ça trouve une explication dans le fonctionnement du cervelet. C'est fascinant. Il y a un autre concept qui m'a interpellé, le réseau du mode par défaut. Ça sonne un peu comme le mode veille d'un ordinateur. C'est exactement ça. Le réseau du mode par défaut, ou RMD, c'est un ensemble de régions du cerveau qui s'activent quand on ne fait rien de spécial, quand on laisse notre esprit vagabonder. C'est notre pilote automatique mental. La rêverie, en somme. Voilà. Chez une personne sans TDAH, dès qu'une tâche demande de la concentration, ce réseau se met en sourdine. Il laisse la place. Et dans le TDAH, ce passage de relais se fait mal. Exactement. La recherche montre que ce réseau reste anormalement actif, même pendant une tâche. C'est comme essayer de lire avec une radio qui continue de jouer à côté. Cette interférence est une source majeure de distractibilité. C'est ce qui explique cette sensation d'être aspiré par ses pensées en plein milieu d'une conversation. L'interrupteur pour éteindre la radio est moins efficace, quoi. C'est une description parfaite du phénomène. D'accord. Donc, on a une architecture différente, mais la structure ne fait pas tout. Qu'en est-il de la communication, des messages qui circulent entre ces zones? On passe au deuxième grand chapitre, pareil, la neurochimie. Si les régions du cerveau sont des villes, les neurotransmetteurs, ce sont les services postaux. Et dans le TDAH, deux services postaux connaissent des dysfonctionnements. Celui de la dopamine,
et celui de la noradrénaline. La dopamine. On en entend beaucoup parler, souvent pour le plaisir, la récompense, mais son rôle est plus large que ça, n'est-ce pas? Bien plus large. La dopamine, c'est le neurotransmetteur de la motivation, de l'anticipation de la récompense. C'est ce qui nous donne l'énergie de commencer une tâche, surtout si elle est difficile, et la persévérance pour la finir. C'est le carburant de l'effort. Ce qui expliquerait pourquoi la motivation pour les devoirs est si difficile à trouver alors qu'elle semble inépuisable pour un jeu vidéo. Vous mettez le doigt dessus. Une tâche longue, peu stimulante, ne génère pas assez de dopamine pour accrocher le cerveau. Alors qu'une activité avec des récompenses immédiates comme un jeu va surstimuler ce système. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est un seuil de déclenchement de la motivation qui est plus élevé. Je vois. Et ça explique aussi pourquoi les médicaments stimulants marchent. Ils augmentent la dopamine disponible entre les neurones, ce qui aide à normaliser ce seuil. Très clair. Et l'autre service postal, la noradrénaline, quel est son rôle? La noradrénaline, c'est la vigilance, l'éveil, la concentration. Elle agit comme un filtre en nous aidant à ignorer les bruits de fond pour rester concentré sur l'essentiel. Un système noradrénergique moins performant, c'est un filtre anti-bruit défaillant. Tout arrive avec la même intensité. D'où une fatigue mentale énorme. Exactement. Et certains médicaments non stimulants ciblent d'ailleurs spécifiquement ce système-là. Bon, on a une architecture différente et une chimie qui fonctionne sur un autre régime. La question c'est, d'où ça vient? Inné? Acquis? La réponse de la science est unanime. C'est une interaction complexe des deux. Il n'y a pas une seule cause, mais le point de départ, et c'est un message capital, c'est la génétique. Le TDAH est l'un des troubles psychiatriques les plus héritables. L'héritabilité est estimée à près de 80%. 80%? Ce chiffre est énorme. C'est vraiment important pour les parents parce que ça retire une énorme part de culpabilité. Absolument. Il faut vraiment déconstruire l'idée que le TDAH vient d'une mauvaise éducation. C'est avant tout une prédisposition biologique. Mais attention, il ne s'agit pas d'un seul gène du TDAH. Non. Vulnérabilité. D'accord, mais la génétique n'explique pas tout. L'article parle beaucoup d'interaction gène-environnement. Comment ça marche concrètement? Imaginez que la génétique vous donne un jeu de cartes. L'environnement, c'est comment la partie va se jouer. Certains facteurs, surtout pendant la grossesse ou la petite enfance, peuvent augmenter le risque que le TDAH s'exprime. Par exemple? L'article cite des facteurs bien documentés. L'exposition à des toxines comme l'alcool ou le tabac pendant la grossesse, une grande prématurité ou un stress intense et précoce. Ces facteurs ne causent pas le TDAH, mais ils agissent comme des déclencheurs sur un terrain fertile. Je vois. L'article aborde ensuite un autre facteur qui semble absolument central, le sommeil. Ah oui, c'est un véritable cercle vicieux. La majorité des enfants et des adultes avec TDAH ont des troubles du sommeil. Du mal à s'endormir, un sommeil agité. Et ça, c'est dû au TDAH lui-même? Oui, le cerveau a du mal à se mettre au repos. Mais en retour, le manque de sommeil aggrave de façon spectaculaire tous les symptômes du TDAH le lendemain. L'inattention, l'impulsivité, l'irritabilité. C'est un engrenage. C'est ça. Un cerveau fatigué ne peut pas réguler son attention. Pour un cerveau TDAH, l'effet est décuplé. On en arrive à la nutrition. C'est un sujet où on entend tout et son contraire. Que dit la science d'après cette synthèse? Alors, la première chose, c'est de tordre le cou à une idée reçue. Non, le sucre ne cause pas le TDAH. Il peut exacerber l'agitation, bien sûr, mais il n'est pas la cause profonde. D'accord, c'est dit. Ceci étant dit, l'article met en lumière le rôle de certains nutriments, deux en particulier. Le premier, c'est le fer. Le fer. Oui, le fer est indispensable pour fabriquer la dopamine. Moins de fer, c'est moins de carburant pour la motivation. Des études ont montré des niveaux de fer cérébral plus bas chez les personnes avec TDAH. Et le deuxième? Les oméga 3, ces fameux acides gras des poissons, ce sont des composants essentiels des membranes de nos neurones. Ils assurent leur souplesse, leur fluidité. Des niveaux plus bas sont corrélés à des symptômes plus marqués. Et au-delà de ces deux éléments, l'alimentation globale a un impact. Oui, l'article rapporte des corrélations. Un régime dit occidental, riche en aliments ultra transformés, est associé à un risque plus élevé de TDAH. À l'inverse, une alimentation de type méditerranéen semble avoir un effet protecteur. Mais ce sont des corrélations, pas des causes directes. Exactement, il faut être prudent. Mais ça suggère que la qualité de ce qu'on mange peut jouer un rôle. Peut-être en agissant sur l'inflammation ou sur le microbiote intestinal qui dialogue en permanence avec le cerveau.
Très bien. On a exploré l'architecture, la chimie, la génétique. Si on prend un peu de recul, qu'est-ce que toute cette biologie change concrètement pour une famille, un enseignant? Quel est le message à retenir? Le message le plus puissant, je crois, c'est la déculpabilisation. Comprendre que l'impulsivité a des racines biologiques profondes, ça permet de sortir du jugement. Ce n'est ni de la paresse, ni de la mauvaise volonté. Ni un problème d'éducation. C'est ça. C'est un fonctionnement neurologique différent. Et rien que ce changement de perspective, ça peut apaiser des années de conflit. Une fois qu'on a accepté cette réalité, la deuxième implication, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle, j'imagine. Exactement. Puisque les causes sont multifactorielles, la prise en charge doit l'être aussi. C'est une synergie d'approches qui fonctionne. Des stratégies comportementales, des aménagements à l'école, un soutien pour les parents et, si c'est nécessaire, un traitement médicamenteux. Et cette compréhension nous donne aussi des leviers d'action très concrets au quotidien. Oui, et certains sont à la portée de tous. Faire de l'hygiène de sommeil une priorité absolue, par exemple. C'est peut-être l'intervention non médicamenteuse la plus efficace. Des routines de coucher stables, pas d'écran le soir. Et pour la nutrition? Sans tomber dans des régimes drastiques, s'assurer d'une alimentation équilibrée et discuter avec son médecin de l'intérêt de vérifier son taux de fer ou d'une supplémentation en oméga 3, ce sont des pistes sensées. Ce que je retiens, c'est que la biologie n'est pas une fatalité. C'est plutôt une carte. Elle ne dit pas où on doit aller, mais elle explique le terrain sur lequel on se déplace. C'est une très belle façon de le dire. Comprendre le terrain permet de choisir les bons outils et le bon chemin, avec plus de stratégie et surtout, plus d'empathie. Ce podcast vous est proposé par la Fondation Paul Autisme. Et peut-être que la question finale que cette biologie nous pose, ce n'est pas seulement comment corriger ce cerveau pour qu'il s'adapte à nos systèmes, Mais plutôt, plutôt, maintenant qu'on comprend comment ce cerveau fonctionne, comment pouvons-nous adapter nos systèmes, nos écoles, nos attentes à la réalité de ces cerveaux, qui ne sont pas moins bons, juste câblés différemment. voilà une question essentielle sur laquelle réfléchir. Nous avons vu aujourd'hui que le TDAH est le fruit d'une interaction complexe entre la génétique, le développement du cerveau et des facteurs environnementaux. Comprendre cette biologie nous aide à mieux accompagner nos enfants, avec plus de justesse et d'empathie. Tout à fait. Merci d'avoir écouté Vivre avec le TDAH, produit par le docteur Stéphane Hélier pour la Fondation Paul Autisme. Prenez soin de vous. À bientôt.